Lorsque Marina Kowalskaïa a disparu à Dubaï, sa famille a reçu les condoléances de l'ambassade, un cercueil fermé et des documents relatifs à un terrible accident de voiture. Lorsque, 8 mois plus tard, un domestique du palais du Rajasthan a photographié une étrange poupée Marie, personne n'a fait le lien entre ces événements. Jusqu'à ce que l'on remarque le grain de beauté. Ce même grain de beauté au-dessus du sourcil gauche que Marina avait toujours considéré comme son trait distinctif. C'est l'histoire de la façon dont la richesse, le pouvoir et l'obsession pathologique transforment les gens en objets de collection, et de la façon dont une seule photo a détruit l'empire d'un prince qui pensait avoir acheté son impunité. Marina Kowalskaïa est arrivée à Dubaï le 23 avril 2018. Elle avait 24 ans. Elle travaillait comme mannequin à Varsovie depuis 5 ans, posait pour des catalogues, parfois pour des publicités de cosmétiques. Sa carrière se déroulait bien, mais sans éclat. Dubaï promettait une percée. Le contrat a été proposé par l'agence Elite Models Middle East. 3 mois de travail, des défilés pour des marques de luxe, des séances photos pour des magazines. La rémunération était de 15 000 $ par mois, plus l'hébergement à l'hôtel, les vols et les repas. Marina a montré le contrat à sa mère, qui s'est montrée méfiante, mais sa fille était adulte, expérimentée et avait déjà travaillé avec différentes agences. Les 2 premières semaines se sont bien passées. Marina vivait à l'hôtel Jumeirah Beach, participait à des défilés, faisait la connaissance d'autres mannequins, photographes et designers. Elle envoyait à sa mère des photos des événements et lui parlait de son travail sur les messageries instantanées. Tout semblait professionnel et sûr. Le 15 mai, elle a été invitée à un événement privé. Il s'agissait de la présentation d'une collection de bijoux dans une villa privée et des mannequins étaient nécessaires pour présenter les bijoux. La rémunération pour la soirée était de 3 000 $. Marina a accepté. L'agence a confirmé que l'événement était légitime et que le client était fiable. La villa était située à Palm Jumeirah, un quartier fermé et huppé. Marina s'y est rendue dans la soirée, accompagnée d'un représentant de l'agence. La villa accueillait une trentaine d'invités, tous vêtus de costumes et de robes coûteux. Le personnel portait des gants blancs et une séance photo professionnelle était organisée. L'ambiance était mondaine et décente. Parmi les invités se trouvait un homme d'environ 35 ans, grand, soigné, vêtu d'un costume impeccable. Il s'est présenté comme Vikram Singh et a déclaré qu'il travaillait dans le secteur textile entre l'Inde et les Émirats arabes unis. Il était poli, cultivé et parlait anglais avec un léger accent. Ils ont discuté pendant environ 1 heure. Il lui a posé des questions sur son travail, ses projets, s'est intéressé à la Pologne, à la culture, à la mode européenne. À la fin de l'événement, Vikram lui a demandé son numéro de téléphone, lui a dit qu'il organisait la prochaine séance photo pour sa marque et qu'il aimerait l'inviter. Marina lui a donné le numéro de téléphone professionnel que l'agence lui avait attribué pour la durée du contrat. Vikram l'a appelé 3 jours plus tard. Il lui a proposé de se rencontrer pour discuter des détails de la séance photo. Ils se sont retrouvés dans un café du centre commercial Dubai Mall, un lieu public très fréquenté. Il lui a montré le portfolio de la marque, des croquis de vêtements, le programme de la séance photo. Tout semblait très professionnel. Il lui a proposé un cachet de 8 000 $ pour 2 jours de travail. Marina a accepté, mais a précisé que tout devait passer par l'agence. Vikram a acquiescé et a dit que son assistant contacterait l'agence le lendemain. Ce qui fut fait. L'agence a confirmé que le client était connu, solvable, et que le contrat était correctement rédigé. Le tournage était prévu pour le 26 mai. Le lieu, un studio dans le quartier d'Al Quoz, une zone industrielle où se trouvaient de nombreux espaces créatifs et studios. Marina est arrivée le matin, accompagnée d'un autre mannequin de l'agence, d'un styliste, d'un maquilleur et d'un photographe. Vikram était présent,
observait le processus et faisait des commentaires. Le shooting s'est déroulé normalement, de manière professionnelle. À la fin de la journée, Vikram a remercié tout le monde et a déclaré que le résultat était excellent. Il a payé l'agence le jour même. Marina a reçu ses honoraires une semaine plus tard. Après cela, Vikram a continué à l'appeler. Il l'invitait à des événements, à des dîners, toujours dans des lieux publics, toujours de manière correcte. Marina considérait cela comme du réseautage, des relations utiles pour sa carrière. Il lui a présenté plusieurs designers et organisateurs de défilés. Il semblait être un contact professionnel fiable. Le 10 juin, il lui a proposé un voyage. Sa famille possède un palais au Rajasthan, où se déroulera une cérémonie traditionnelle. Il avait besoin de mannequins d'apparence européenne pour une séance photo culturelle, mélangeant les traditions orientales et occidentales. Il s'agissait d'un projet pour un magazine international. La rémunération était de 20 000 $ pour une semaine de travail. Tous les frais étaient pris en charge. Marina hésita. L'Inde, un endroit inconnu, un événement privé. Mais Vikram lui montra l'invitation officielle du magazine, le contrat, tous les documents semblaient légaux. Elle consulta l'agence. Ils lui dirent que le client était solvable, que les documents étaient en règle, mais que la décision lui appartenait. Elle accepta. Le billet a été acheté pour le 15 juin, vol Dubaï-Jaipur. L'agence a insisté pour qu'un représentant l'accompagne. Vikram a accepté et a payé un billet supplémentaire. Le 14 juin, dans la soirée, Vikram a appelé Marina. Il lui a dit qu'il y avait un problème. Le représentant de l'agence ne pouvait pas prendre l'avion. Il était malade. Mais il y avait un remplaçant. Une autre employée de l'agence prendrait sa place. Marina a appelé l'agence, qui a confirmé qu'il y aurait effectivement un remplaçant. Le matin du 15, elle est arrivée à l'aéroport. Au comptoir d'enregistrement, elle a rencontré une femme qui s'est présentée comme Aïcha, une employée de l'agence. Elle avait son passeport, ses documents, tout. Elles se sont enregistrées pour le vol, ont passé le contrôle des passeports et sont montées dans l'avion. Le vol s'est déroulé normalement, 3 heures, jusqu'à Jaipur. À l'aéroport, un chauffeur les attendait avec une pancarte, chargea leurs valises dans un SUV Toyota Land Cruiser noir et les conduisit en ville. Marina échangea quelques messages avec sa mère, lui envoya une photo prise à l'aéroport et lui écrivit qu'elle était bien arrivée. Le trajet dura environ 40 minutes. Le chauffeur était taciturne et ne répondait qu'aux questions directes. Aïcha parlait peu, elle aussi. Elle regardait surtout son téléphone. Marina admirait le paysage. La ville brûlante, les couleurs vives, la foule, la circulation chaotique. La voiture a quitté la route principale pour emprunter une route secondaire, puis une autre, avant de s'engager dans une rue étroite entre de vieilles maisons. Marina a demandé si l'hôtel était loin. Le chauffeur répondit qu'ils étaient presque arrivés. 5 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un bâtiment sans charme, de 3 étages, avec de la peinture écaillée sur les murs et des climatiseurs qui dépassaient des fenêtres. Cela ne ressemblait pas à un hôtel. Marina demanda quel était cet endroit. Aïcha répondit qu'il s'agissait d'un hébergement temporaire, que le véritable hôtel était encore en cours de préparation et qu'il passerait une nuit ici. Marina était méfiante, mais elle n'en montra rien. Elle sortit de la voiture et prit sa valise. Aïcha la conduisit à l'intérieur du bâtiment, monta un escalier sombre jusqu'au 2e étage et ouvrit la porte d'une chambre. À l'intérieur, il y avait un lit, une table, une chaise et un climatiseur. La fenêtre était munie d'une grille. La salle de bain attenante était petite. Aïcha lui dit qu'elle devait se reposer après le vol, que Vikram arriverait dans la soirée et qu'ils discuteraient des détails du tournage du lendemain. Elle ferma la porte. Marina entendit le verrou cliquer de l'extérieur. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Elle frappa, appela. Personne n'a répondu. Elle a essayé d'appeler, mais il n'y avait pas de réseau.
Le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Seuls les appels d'urgence étaient possibles, mais elle ne connaissait pas le numéro des services d'urgence indiens. Elle a regardé par la fenêtre, une rue étroite en bas, des gens qui passaient, des voitures qui roulaient. Elle a crié, frappé à la vitre. Personne ne lui prêta attention. La grille était solide, impossible à forcer. Marina passa 3 heures dans cette pièce. Elle essaya de défoncer la porte, mais en vain, elle était en métal. Elle essaya de trouver quelque chose pour couper la grille, mais rien ne convenait. Elle commença à paniquer, à pleurer. Le soir, la porte s'est ouverte. Vikram est entré, accompagné de 2 hommes vêtus de noir. Leur visage était sérieux, sans le moindre sourire. Marina a crié qu'il s'agissait d'une détention illégale, qu'elle allait appeler la police et l'ambassade. Vikram lui a calmement répondu que son téléphone ne fonctionnait pas et ne fonctionnerait pas, qu'elle se trouvait dans un bâtiment privé qui lui appartenait, que personne ne savait où elle se trouvait. Elle a essayé de se précipiter vers la porte, mais l'un des hommes l'a arrêtée en la tenant par les bras. Vikram a sorti une seringue de sa poche et a dit que c'était un sédatif pour qu'elle ne se fasse pas de mal. Marina criait et se débattait. L'homme la tenait fermement. Vikram lui a fait une piqûre dans l'épaule. Au bout d'1 minute, Marina s'est sentie faible. Ses jambes se sont dérobées sous elle. Les hommes l'ont rattrapée et l'ont allongée sur le lit. Elle perdait connaissance. Elle essayait de parler, mais sa langue ne lui obéissait pas. Vikram était assis sur une chaise à côté d'elle et la regardait. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était lui disant « Tu es parfaite, c'est exactement ce que je cherchais ». Lorsque Marina ne donna pas de nouvelles le soir du 15 juin, sa mère s'inquiéta. D'habitude, sa fille répondait rapidement, écrivait pour dire comment elle allait, où elle se trouvait. Elle lui avait envoyé un message qui avait été lu, mais sans réponse. Elle l'avait appelé, mais sans succès. Le matin du 16 juin, sa mère a appelé l'agence à Dubaï. On lui a dit que Marina avait pris un vol pour Jaipur, accompagnée d'une représentante de l'agence. On lui a donné le numéro de téléphone d'Aïcha. Sa mère a appelé Aïcha, qui a répondu. Elle a dit qu'elles étaient arrivées à bon port, qu'elles étaient installées à l'hôtel et que Marina se reposait. Tout allait bien. La mère a demandé à parler à sa fille. Aïcha a répondu que Marina dormait et qu'elle ne voulait pas la réveiller. La mère a insisté. Aïcha a promis que Marina rappellerait à son réveil. Il n'y a pas eu d'appel. Le soir, la mère a rappelé Aïcha, mais elle ne répondait pas. Elle a appelé l'agence qui lui a dit qu'elle avait également perdu le contact avec Aïcha, mais que c'était normal, car en Inde, il y avait parfois des problèmes de communication dans les provinces. Le 17 juin, la mère s'est rendue à l'ambassade de Pologne à Varsovie. Elle a expliqué la situation. L'ambassade a contacté l'ambassade à Delhi, qui a commencé à enquêter. Elle a demandé des informations à l'agence à Dubaï. L'agence a fourni une copie du contrat, les billets d'avion et l'adresse de l'hôtel à Jaipur. L'ambassade à Delhi a contacté l'hôtel. L'hôtel a confirmé que la réservation avait bien été effectuée, mais que les clients ne s'étaient pas présentés et que la chambre avait été annulée. L'ambassade a contacté la police locale à Jaipur. La police a lancé des recherches. Le 18 juin au soir, ma mère a reçu un appel de l'ambassade à Dubaï. Une voix officielle et posée lui a annoncé la terrible nouvelle. Marina avait trouvé la mort dans un accident de voiture. La voiture dans laquelle elle se trouvait est entrée en collision avec un camion sur la route entre Jaipur et Udaipur. Incendie, brûlure grave, le corps a été identifié grâce à ses papiers. Sa mère n'y croyait pas. C'était impossible. Sa fille était à Jaipur, à l'hôtel. Elle devait être sur un tournage. Quelle route, quel camion? Elle a exigé des explications, des détails. Elle voulait voir le corps. L'ambassade a expliqué, selon la police indienne, Marina et Aïcha se rendaient en voiture à Udaipur pour un tournage sur le lac. L'accident s'est produit sur la route. Le conducteur a également péri. Tous les 3 ont brûlé dans la voiture. Les corps étaient
tellement brûlés qu'il était impossible de les identifier à partir de leur visage. Ils ont été identifiés grâce à leurs passeports, qui ont été retrouvés dans les débris. La mère a exigé une exhumation, un test ADN et une enquête indépendante. L'ambassade a déclaré que, selon les lois indiennes, les corps présentant de telles brûlures sont rapidement incinérés, conformément aux normes sanitaires. La crémation a déjà eu lieu. Les cendres seront envoyées à la famille. Le 22 juin, la mère a reçu un colis, une urne contenant les cendres, un certificat de décès en anglais et en hindi, un certificat de l'hôpital, un rapport de police. Tous les documents semblaient officiels, avec des cachets, des signatures, des dates. Le rapport indiquait « L'accident s'est produit le 19 juin vers 15 heures sur la route nationale NH48. Collision avec un camion transportant des produits chimiques. Incendie, 3 victimes, toutes décédées sur place. » La mère ne voulait pas y croire, mais les documents étaient officiels. Elle a engagé un avocat en Pologne, qui a contacté un avocat en Inde. L'avocat indien a demandé les pièces du dossier. Il a reçu la réponse suivante « L'affaire est classée. L'accident a été reconnu comme un accident de la route dont la responsabilité incombe au conducteur du camion, qui a pris la fuite. » Les funérailles ont eu lieu le 29 juin à Varsovie. Un cercueil fermé avec une urne. La mère, le père, la sœur, les amis. Tous sous le choc, ne comprenant pas comment cela avait pu arriver. Une jeune fille en bonne santé, partie travailler, et voilà, des cendres dans une urne. L'agence à Dubaï a versé une indemnité à la famille, 50 000 $ d'assurance. Ils ont présenté leurs condoléances. Le représentant de l'agence a déclaré qu'Aïcha, qui avait péri avec Marina, était une accompagnatrice expérimentée et que cela ne s'était jamais produit auparavant. Vikram Singh a envoyé ses condoléances par l'intermédiaire de l'agence. Il a écrit qu'il était bouleversé par cette tragédie, que Marina était une excellente professionnelle et que sa famille était en deuil. Il a proposé une aide financière supplémentaire, mais la famille a refusé. L'affaire a été classée. Marina Kovalskaya est officiellement décédée le 19 juin 2018 en Inde, dans un accident de voiture. Mais Marina n'est pas morte le 19 juin. Marina s'est réveillée dans une pièce blanche. Elle avait mal à la tête, son corps était engourdi et elle avait la bouche sèche. Elle a essayé de se lever, mais sans succès. Ses bras et ses jambes étaient attachés au lit par des sangles souples. Elle a regardé autour d'elle. Les murs étaient blancs, le plafond était blanc, la lumière des lampes était vive. À droite, il y avait du matériel médical, des moniteurs, des perfusions, des appareils divers. À gauche, une fenêtre était masquée par un rideau. Ça sentait l'antiseptique. Elle a essayé de crier, mais sa voix était faible et rauque. 1 minute plus tard, la porte s'est ouverte et un homme en blouse blanche avec un masque sur le visage et une charlotte sur la tête est entré. Il s'est approché du lit et a vérifié le moniteur. Marina demanda où elle était, ce qui se passait. L'homme ne répondit pas. Il vérifia la perfusion, nota quelque chose sur sa tablette, puis sortit. Elle resta allongée ainsi pendant plusieurs heures, somnolent par intermittence. Quand elle se réveillait, elle essayait de se libérer des sangles, mais elles étaient solides et ne cédaient pas. Le soir, à en juger par la lumière éteinte à la fenêtre, un autre homme est arrivé. Lui aussi portait une blouse blanche, mais sans masque. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et au regard attentif. Il s'est présenté comme le docteur Malhotra. Il a dit qu'elle se trouvait dans une clinique privée et que tout irait bien pour elle si elle coopérait. Marina a crié qu'elle avait été kidnappée, qu'elle exigeait d'être libérée. Le docteur lui a calmement expliqué qu'elle se trouvait là en vertu d'un contrat qu'elle avait signé. Ce contrat prévoyait une intervention médicale pour laquelle elle recevrait une somme importante. Si elle refusait de coopérer, cela constituerait une violation du contrat et aurait des conséquences désagréables.
Marina criait qu'elle n'avait signé aucun contrat pour des procédures médicales, que c'était illégal. Le docteur sortit un dossier et lui montra les documents. Sa signature figurait sur le contrat de participation volontaire au programme de don de tissus biologiques. La date était le 14 juin. Elle ne se souvenait pas avoir signé ce document, mais la signature semblait être la sienne. Le médecin a déclaré que la signature était certifiée, que le contrat était légal et qu'elle n'avait pas le choix. L'intervention était prévue pour le lendemain. Le médecin a déclaré qu'elle serait anesthésiée, qu'elle ne sentirait rien, qu'il y aurait une période de convalescence après l'intervention, puis qu'elle serait libérée après avoir payé la totalité des frais. Marina a demandé en quoi consistait l'intervention. Le médecin a répondu de manière évasive « Prélèvement de matériel de donneur ». Les détails n'ont pas d'importance. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a essayé d'élaborer un plan d'évasion, mais ses mains et ses pieds étaient attachés, et il n'y avait rien dans la pièce qui puisse couper les sangles. La porte était verrouillée de l'extérieur. La fenêtre était fermée par des barreaux. Le matin, 2 infirmiers sont venus, l'ont détachée du lit, mais lui ont tenu les mains et l'ont conduite dans le couloir. Elle a vu d'autres chambres. Dans certaines se trouvaient des personnes reliées à des appareils. Tout ressemblait à une véritable clinique, mais l'atmosphère était effrayante, le personnel silencieux, les patients immobiles. On l'a conduite dans la salle d'opération. Une table, des lampes, des instruments, un anesthésiste. On l'a allongée sur la table et attachée avec des sangles. L'anesthésiste lui a mis un masque sur le visage et lui a dit de compter jusqu'à 10. Elle a compté jusqu'à 5 et a sombré dans l'obscurité. Quand elle s'est réveillée, elle ressentait une douleur insupportable. Son visage brûlait comme s'il avait été plongé dans de l'eau bouillante. Elle a essayé de toucher son visage, mais ses mains étaient attachées. Elle a crié. Une infirmière est venue et lui a fait une piqûre. La douleur s'est atténuée, elle est devenue supportable. Marina était allongée, essayant de comprendre ce qu'on lui avait fait. Son visage était entièrement bandé, à l'exception d'une fente pour les yeux, le nez et la bouche. Le docteur Malhotra est venu dans la soirée. Il a dit que l'opération s'était bien passée. La période de cicatrisation allait maintenant commencer. Cela prendrait plusieurs semaines. Elle devait rester allongée tranquillement, prendre ses médicaments et ne pas toucher les bandages. Marina demanda à travers ses bandages ce qu'ils lui avaient fait. Le docteur répondit qu'ils avaient prélevé du tissu sur son visage, un lambeau cutané destiné à la chirurgie reconstructive. Son visage guérirait, il resterait des cicatrices, mais tout cela pourrait être corrigé plus tard par une opération de chirurgie plastique. Elle n'y croyait pas. Le lambeau de peau n'expliquait pas une telle douleur, des bandages aussi importants. Mais parler lui faisait mal, elle se tut. Les jours passaient. On lui changeait ses bandages, on lui donnait des analgésiques, on la nourrissait par sonde. La douleur diminuait progressivement, mais restait constante, lancinante. Elle sentait que quelque chose n'allait vraiment pas avec son visage. Au bout de 2 semaines, une partie des bandages fut retirée. On lui donna un miroir. Marina se regarda et ne se reconnut pas. Son visage avait disparu. À la place de la peau, il y avait une surface rouge et humide, comme de la viande sans enveloppe. Les yeux, le nez, la bouche étaient là, mais toute la peau du visage avait disparu. C'était monstrueux. Elle a crié, a laissé tomber le miroir et s'est mise à hurler de manière hystérique. Les infirmiers sont arrivés en courant, l'ont immobilisée et le médecin lui a fait une injection de sédatif. Elle est retombée dans l'obscurité. Quand elle s'est réveillée, le docteur Malhotra était assis à côté d'elle. Il lui expliqua calmement, sans émotion, qu'ils avaient prélevé une greffe de peau complète sur son visage, tout l'épiderme et une partie du derme, de la ligne des cheveux au menton. Il s'agissait d'une procédure spécifique demandée par le client. Son visage guérirait, une nouvelle peau repousserait, mais cela prendrait des mois et son visage serait marqué de cicatrices. Marina était sous le choc et incapable de parler. Elle restait allongée, les yeux fixés au plafond. Elle comprit qu'on l'avait utilisée.
non pas comme donneuse pour sauver la vie de quelqu'un, mais comme source de matière première pour autre chose. Elle demanda pourquoi ils avaient besoin de la peau de son visage. Le médecin ne répondit pas. Il dit seulement que le contrat avait été rempli et que dans 1 mois, lorsque la plaie serait cicatrisée, elle serait libérée. Mais Marina savait qu'il ne la laisserait pas partir. Les gens capables d'une telle chose ne laissent pas de témoins. 3 semaines passèrent. La plaie sur son visage commença à cicatriser, se recouvrant d'une croûte et d'une nouvelle peau fine. La douleur s'est atténuée, mais on ne lui a plus donné de miroir. Elle savait qu'elle avait une apparence horrible. On a cessé de lui donner des sédatifs puissants, seulement des analgésiques légers. Son esprit s'est éclairci. Elle a commencé à planifier son évasion. Elle a étudié le fonctionnement de la clinique, mémorisé les horaires des infirmières et les changements de personnel. Le 27 juillet, dans la soirée, lorsque l'infirmière lui apporta son dîner, Marina fit semblant de perdre connaissance. L'infirmière prit peur et s'approcha pour vérifier son pouls. Marina la frappa à la tête avec le plateau et l'infirmière tomba. Marina se précipita hors de la chambre et courut dans le couloir. Elle ne savait pas où aller, elle courait simplement. Elle passa plusieurs portes, tourna au coin, vit un escalier et se précipita vers le bas. Au rez-de-chaussée, il y avait un long couloir au bout duquel on apercevait une porte vitrée, la sortie. Elle courut vers elle, pieds nus, en chemise d'hôpital, à bout de souffle. Elle avait presque atteint la porte quand quelqu'un l'a attrapée par l'épaule. C'était un infirmier, énorme et fort. Elle a essayé de se dégager, elle criait, elle griffait. Il la tenait fermement, sans la lâcher. Le docteur Malhotra est arrivé en courant, accompagné de 2 autres infirmiers. Ils l'ont maîtrisée et l'ont ramenée à l'étage. Elle criait qu'ils étaient des meurtriers, que sa famille la cherchait, que tout serait découvert. Le docteur ne répondit pas. On la ramena dans sa chambre et on l'attacha au lit. Le docteur sortit une seringue et la remplit d'un liquide transparent. Marina demanda ce que c'était. Le docteur répondit calmement. « De l'air. Une injection d'air dans une veine provoque une embolie gazeuse. Des bulles d'air pénètrent dans la circulation sanguine et bloquent les vaisseaux sanguins dans les poumons ou le cerveau. La mort survient rapidement. Elle ressemble à un arrêt cardiaque. Il ne reste pratiquement aucune trace. Marina suppliait, pleurait, promettait de se taire, promettait n'importe quoi. Le médecin ne l'écoutait pas. Il lui a pris la main, a cherché une veine au creux du coude et a inséré l'aiguille. Elle a senti un liquide froid pénétrer dans sa veine. Puis, une douleur aiguë dans la poitrine. Elle ne pouvait plus respirer. Son cœur battait rapidement, puis a ralenti, puis s'est arrêté. Sa dernière pensée fut pour sa mère. Rajesha travaillait comme domestique au palais du Maharaja à Jaipur depuis 3 ans. Son poste était modeste. Nettoyage, service des repas, petites courses. Il était bien payé et les conditions de travail étaient acceptables. Le palais était immense, avec des dizaines de pièces, dont la plupart étaient interdites au personnel ordinaire. Vikram Singh, le neveu du Maharaja, vivait dans une aile séparée du palais. Il avait la réputation d'être un homme excentrique et renfermé. Il se tenait à l'écart, communiquait rarement avec le personnel, passait la plupart de son temps dans ses appartements ou partait à Dubaï pour affaires. Rajesh nettoyait les salles communes, parfois les couloirs près des appartements de Vikram, mais il n'entrait jamais dans ses chambres. Celles-ci étaient nettoyées par des domestiques spéciaux, engagés personnellement par Vikram. Mais le 23 janvier 2019, alors que Rajesh passait devant les chambres de Vikram, la porte était entr'ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur. La curiosité l'emporta et il jeta un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était grande et luxueusement meublée. Mais ce qui attira son attention, c'était la poupée qui se trouvait dans un coin, près de la fenêtre. Elle était de taille humaine, vêtue d'un sari de mariage, avec des bijoux autour du cou et aux mains, et un voile sur la tête. Rajesh s'approcha. La poupée était incroyablement réaliste.
Son visage semblait vivant. Les détails de la peau, les pores, le léger rougissement sur les joues. Les yeux étaient fermés, les cils longs. Les cheveux étaient vrais, blond clair, coiffés en une coiffure complexe. Il regarda de plus près. Sur le visage de la poupée, au-dessus du sourcil gauche, il y avait un grain de beauté, petite, foncée. Et à côté, légèrement plus haut, une fine cicatrice, à peine visible. Quelque chose dans ce visage lui semblait familier. Rajesh ne comprenait pas quoi exactement, mais cette impression était forte. Il sortit son téléphone et prit une photo de la poupée. Puis il entendit des pas dans le couloir et quitta rapidement la pièce. Le soir, dans sa chambre, il regarda la photo. Le visage de la poupée était trop réel, trop vivant. Il agrandit l'image, en examina les détails. Le grain de beauté, la cicatrice, la forme des lèvres, la fente des yeux. Raj a passé plusieurs heures sur Internet, sans savoir exactement ce qu'il cherchait. Il a tapé différentes requêtes. Poupée réaliste, poupée en silicone, poupée sexuelle. Il a trouvé des produits similaires, mais aucun n'était aussi détaillé. Puis, il est tombé par hasard sur un article concernant des mannequins disparus à Dubaï. Il l'a lu par curiosité. L'un des articles mentionnait la mannequin polonaise Marina Kowalska, décédée dans un accident de voiture en Inde. L'article était accompagné d'une photo. Rajesh a agrandi la photo de la jeune femme. Cheveux clairs, traits européens. Et au-dessus du sourcil gauche, un grain de beauté. Il a comparé la photo avec celle de la poupée. La ressemblance était impossible à ignorer. Le même grain de beauté, au même endroit. La même cicatrice, fine, au-dessus du sourcil. Rajesh a senti un frisson lui parcourir le dos. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Une poupée avec le visage d'une jeune fille décédée. Qu'est-ce que cela signifiait? Il a commencé à creuser plus profondément. Il a trouvé des informations sur la mort de Marina. Accident, incendie, crémation. Il a trouvé des mentions de Vikram Singh comme dernier employeur. Il a trouvé des mentions d'autres mannequins disparus ou décédés dans des circonstances similaires dans la région. Plus il lisait, plus cela devenait effrayant. Marina n'était pas la première. Au cours des 5 dernières années, 7 jeunes femmes européennes travaillant comme mannequins à Dubaï ou en Inde avaient disparu ou trouvé la mort dans des accidents. Toutes étaient blondes, âgées de 20 à 27 ans, toutes dans des circonstances similaires. Rajesh comprit qu'il était tombé sur quelque chose d'horrible, mais il ne savait pas quoi faire. Aller voir la police? Avec quoi une photo de poupée? On ne l'écouterait pas, au mieux on le renverrait. Au pire, on l'accuserait de vol et de diffamation. Il décida de rassembler plus de preuves. Les semaines suivantes, il essaya de se rendre à nouveau dans les appartements de Vikram, mais la porte était toujours fermée à clé. Une fois, il a vu Vikram y entrer avec une grande boîte scellée portant l'inscription « Fragile », manipulée avec précaution. Le 15 février, Vikram est parti à Dubaï pour 2 semaines. Rajesh savait que c'était sa chance. Il a soudoyé la femme de ménage qui avait les clés des appartements, lui a donné 2000 roupies, lui a dit qu'il avait oublié un objet important à l'intérieur et lui a demandé de lui ouvrir la porte pendant 5 minutes. La femme de ménage a accepté, a ouvert la porte et a dit qu'elle attendrait dans le couloir. Rajesh est entré. La poupée se trouvait au même endroit, près de la fenêtre. Mais maintenant, il y en avait 2. La deuxième se tenait à côté, également en tenue de mariée, également incroyablement réaliste. Son visage était différent. Elle avait les cheveux foncés et des traits asiatiques. Raj a photographié les 2 poupées sous tous les angles. Puis il a remarqué un album sur l'étagère, épais, relié en cuir. Il l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines de photos de belles jeunes femmes. Il reconnut certains visages dans des articles de presse sur des personnes disparues. D'autres, il les voyait pour la première fois. Il photographia plusieurs pages de l'album. Puis, il remarqua des documents sur la table.
Il prit celui du dessus, un contrat avec une clinique privée à Jaipur pour des procédures dermatologiques spécialisées. Il le photographia. Le temps passait. Rajesh jeta rapidement un autre coup d'œil autour de lui, puis sortit de la pièce. La femme de ménage ferma la porte et s'en alla. Rajesh retourna chez lui, transféra toutes les photos sur son ordinateur, les copia sur une clé USB et les cacha. Il fallait maintenant décider de la suite. Il comprenait qu'il avait entre les mains la preuve de quelque chose d'horrible. Mais il savait aussi que Vikram Singh était un homme influent, avec de l'argent, des relations et une protection. Il était inutile d'aller voir la police locale, car tout le monde était de son côté. Rajesha se souvint d'un journaliste qu'il avait vu aux informations qui enquêtait sur la corruption au Rajasthan. Il trouva ses coordonnées sur Internet et lui écrivit une lettre anonyme décrivant brièvement la situation. La réponse arriva 3 jours plus tard. Le journaliste lui demanda de lui envoyer des preuves. Rajesh lui envoya une partie des photos, les poupées, les pages de l'album, les documents. Une semaine plus tard, le journaliste a répondu qu'il allait ouvrir une enquête et a demandé plus d'informations sur la clinique, Vikram Singh et les filles disparues. Rajesh a rassemblé des informations petit à petit. Il a écouté des conversations, mémorisé des noms et copié des documents quand il le pouvait. Au bout de 2 mois, le journaliste avait suffisamment de matériel pour publier un article. L'article a été publié le 27 avril 2019 dans un grand journal indien. Titre : Le prince collectionneur. Comment un riche héritier transformait des mannequins disparus en poupées. L'article était détaillé avec toutes les preuves, photos et documents recueillis. Il décrivait le stratagème. Vikram Singh attirait de jeunes mannequins européennes sous prétexte de leur offrir un emploi, organisait de faux accidents de voiture, les déclarait officiellement décédés, mais les emmenait en réalité dans une clinique privée. Là, on prélevait sur les jeunes filles une greffe de peau complète du visage, qui était ensuite utilisée pour créer des poupées épouses hyper réalistes. Vikram était obsédé par l'idée de posséder des épouses idéales à l'apparence européenne qu'il collectionnait dans ses appartements. Après l'opération, les jeunes filles étaient tuées et leurs corps détruits. On envoyait aux familles des cendres qui étaient en réalité celles d'autres personnes ou d'animaux. La clinique créait de faux certificats de décès. Tout était organisé par des fonctionnaires corrompus. L'article a provoqué un scandale. Les médias internationaux se sont emparés de l'affaire. L'ambassade de Pologne a exigé une enquête. Europol s'est jointe à l'affaire. La police indienne a arrêté Vikram Singh le 3 mai. Elle a perquisitionné le palais et saisi les poupées, les documents et les ordinateurs. 7 poupées ont été trouvées dans les appartements de Vikram, chacune avec le visage d'une des femmes disparues. La clinique de Jaipur a été fermée, le docteur Malhotra et tout le personnel ont été arrêtés. Des congélateurs contenant des restes humains ont été trouvés dans le sous-sol de la clinique. L'analyse ADN a confirmé qu'il s'agissait des corps des femmes disparues. L'enquête a duré 8 mois. Il a été établi que Vikram Singh avait commencé ses activités en 2014. Il y a eu 9 victimes au total. 7 ont été identifiées, 2 non. Toutes étaient jeunes, belles et d'apparence européenne. Toutes sont mortes après avoir été écorchées vives pour créer des poupées. Vikram n'a pas reconnu entièrement sa culpabilité. Il a affirmé que les jeunes femmes avaient signé des contrats de leur plein gré et que les procédures étaient légales. Mais les preuves étaient irréfutables. Le procès a débuté en février 2020. Vikram Singh a été condamné à la prison à perpétuité. Le docteur Malhotra et 3 employés de la clinique ont également été condamnés à de longues peines. Les familles des victimes ont reçu des indemnités. La mère de Marina a appris que sa fille était bien décédée, mais pas dans un accident de voiture, mais des mains de meurtriers. C'était une maigre consolation, mais au moins la vérité avait été révélée. Rajesha a été récompensé pour son courage et son aide dans l'enquête. Il a démissionné du palais,
a déménagé dans une autre ville et a commencé une nouvelle vie. Il dit qu'il voit encore en rêve ses poupées debout près de la fenêtre, leur visage figé, trop vivant, et le grain de beauté au-dessus du sourcil gauche. L'histoire de Marina Kowalskaïa est devenue un avertissement pour des milliers de jeunes femmes qui rêvent d'une carrière dans le mannequinat à l'étranger. Elle est devenue un rappel que derrière de beaux contrats et des promesses d'argent facile peut se cacher une vérité monstrueuse, et que parfois, une disparition n'est pas un accident, mais un crime soigneusement planifié.